Bonjour, je m'appelle Marie Pochon, je suis députée écologiste de la Drôme. Alors ce mouvement agricole, d'abord je crois que la première chose à dire c'est qu'il n'est pas homogène. Il y a eu des revendications très diverses qui sont portées par des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts dans le monde agricole. Il faut savoir que le monde agricole il est très diversifié et c'est un des secteurs les plus inégalitaires qui existe, puisqu'on a un agriculteur sur 5 qui vit par exemple en dessous du seuil de pauvreté et d'autres qui se portent très très bien pour le coup dans le modèle agricole dans lequel nous sommes. De même, parler de la diversité des modèles n'est pas une fin en soi, puisqu'en vérité on a un modèle qui est en train d'écraser un autre, c'est-à-dire que l'agriculture paysanne, familiale, qui est souvent mise en avant et qui fait la fierté de notre pays, est en fait en train de mourir du fait de l'agrandissement et de la concentration à la fois des terres et des ressources par certains agriculteurs qui deviennent in fine des agro-industriels qui vont capter l'ensemble de ces ressources et de ces terres. Donc on a bien la compétition finalement entre deux modèles et un modèle qui est doucement mais sûrement en train de tuer un autre auquel nous tenons énormément. Donc ça je voulais quand même appuyer sur cette question de la diversité des modèles. En soi on n'a pas un monde agricole homogène qui porte les mêmes revendications et qui défend les mêmes intérêts. Maintenant, ce qu'on peut remarquer dans ces mobilisations qui ont émergé au-delà des syndicats et au-delà de toutes les organisations syndicales, qui a vraiment émergé de la base, c'est des revendications qui étaient communes. L'une concernait la demande d'un revenu digne, le fait de pouvoir vivre dignement de son travail en agriculture, et je crois que c'est quelque chose d'assez essentiel. L'autre revendication, c'était celle de ne pas être mis en concurrence de manière déloyale avec d'autres marchés, notamment à l'échelle internationale, qui ne respecteraient pas les mêmes normes environnementales et sociales. Dans la manière, donc ça c'est les deux revendications qui ont été portées. Dans la manière dont le gouvernement a répondu à ces revendications, on ne s'y retrouve absolument pas, puisqu'il y a eu une annonce par exemple d'Emmanuel Macron sur les prix planchers, des prix garantis sur les productions agricoles qui n'a jamais été suivi d'effet. On a seulement eu des annonces de trésorerie qui ont d'ailleurs du mal à se mettre en place. Et sur la question de la concurrence déloyale, on n'y est pas non plus, puisque les négociations continuent par exemple sur l'accord Union Européenne-Mercosur, où on a été adopté au Parlement européen depuis la crise, l'accord Union Européenne-Nouvelle-Zélande par exemple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer de la viande ovine notamment à très bas coût, produit sous des normes qui sont absolument pas les nôtres et qui vient de l'autre bout du monde, qui vient concurrencer directement notamment nos cheptels en pastoralisme en France. Donc c'est absolument incompréhensible, et finalement ces deux sujets qui faisaient globalement consensus dans ces mobilisations, même s'il y avait des dissensus, c'est vraiment les deux sujets qui étaient portés de manière unanime par l'ensemble des agriculteurs mobilisés. En vérité, c'est deux sujets auxquels le gouvernement refuse de s'adresser, préférant saccager l'ensemble des normes environnementales, saccager le droit de l'environnement, saccager tout ce qui garantit finalement la viabilité et la résilience de nos modèles agricoles dans les années à venir. Moi, je souhaite une agriculture qui, d'abord, soit rémunératrice, puisse garantir des métiers qui soient dignes, que ce soit pour les exploitants agricoles, que ce soit également pour les salariés ou les ouvriers en agriculture ou les saisonniers. Je crois qu'aujourd'hui, on a des métiers où le bien vivre, où les conditions de travail ne sont pas toujours très respectées et respectables. Et je crois que c'est la première chose à faire, c'est de garantir un revenu digne, garantir un respect du droit du travail également dans les métiers agricoles. Moi je suis fille de vigneronne, je sais à quel point ma maman et puis mes grands-parents avant elle ont pu travailler dur toute leur vie, et je vois avec quel montant par exemple ils partent à la retraite, quelle reconnaissance ils ont d'un point de vue financier de leur métier, et je trouve ça absolument incompréhensible en vérité et injustifiable que nous laissions se paupériser une profession qui est absolument essentielle pour demain. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on a besoin d'opérer un virage également dans les politiques agricoles.
On a pendant 50 ans poussé à la concentration des terres, à l'agrandissement, à la mécanisation de l'agriculture. C'était des orientations qui étaient données à la politique agricole et l'ensemble des lois, l'ensemble des financements qui ont été alloués par l'État à l'agriculture sont allés dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a encouragé un modèle, c'était les 30 Glorieuses et la suite, où ça nous semblait à ce moment-là des objectifs qui étaient pertinents. Je crois qu'aujourd'hui, la crise climatique et l'effondrement du vivant doit nous faire questionner ce modèle-là, profondément. Parce qu'on le voit avec les épisodes récents, notamment de grêle qui sont en train d'affecter un certain nombre d'exploitations agricoles un peu partout dans le pays. Mais on le voit de manière absolument régulière. Les agriculteurs sont en première ligne face au changement climatique, face aux précipitations très violentes qui s'accentuent, face à la sécheresse, face à tous ces enjeux-là. Et ils sont aussi en première ligne de l'effondrement du vivant. On le sait, depuis 40 ans, 60% des oiseaux des champs en Europe ont disparu. Et aujourd'hui, les scientifiques nous alertent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire avec certitude qu'il restera des insectes pollinisateurs d'ici à 2100. Et ça, c'est absolument dramatique. Parce que, fondamentalement, c'est la fin de toute possibilité de produire sur nos terres en France. Donc je crois que ça doit être aujourd'hui un cap primordial, non pas pour pointer du doigt tel ou tel agriculteur, etc., mais d'orientation de nos politiques agricoles, parce que la préservation des conditions de l'agriculture, c'est-à-dire la terre, les sols, l'eau, l'air et des conditions climatiques qui soient pérennes, en vérité, c'est les conditions même de la garantie d'avoir une agriculture demain et d'atteindre la souveraineté alimentaire. Donc je crois que c'est un peu le deuxième pilier sur lequel je voulais appuyer. Et pour tout cela, il nous faut protéger notre agriculture. On en parle souvent de la fierté de notre modèle agricole. Alors il est divers et varié, comme je le disais tout à l'heure. Pour autant, il y a certains modèles dont on peut être très très fier, qui sont ancestraux, qui font partie de l'identité française, quasiment, qui ont dessiné nos territoires, qui permettent une vitalité aussi dans nos villages. Moi je le dis en tant que Dromoise, et je sais à quel point l'agriculture est essentielle sur nos territoires, ou l'élevage pastoral par exemple. Et ça, c'est des modèles qui sont à préserver et à protéger face à la concurrence libre et non faussée, qui se transforme en concurrence déloyale vis-à-vis de modèles qui sont résilients, qui sont familiaux, et qui font notre fierté. Donc je crois qu'on a besoin aujourd'hui de protéger une certaine exception autour d'un modèle spécifique qu'on nous a légué et qu'il faut protéger face à un libre marché ultra concurrentiel et à la compétitivité sans fin. Je crois qu'il y a un choix à faire aujourd'hui entre la préservation d'un modèle qui est résilient, qui est durable et qui protège nos agriculteurs, et le fait de les mettre en concurrence ou en compétition avec les fermes-usines au milieu de l'Amazonie. Donc je crois que c'est les choses que je crois être fondamentales pour protéger notre agriculture et pouvoir la voir exister encore demain. Le bio, là-dedans, c'est évidemment une solution. Alors pas seulement par idéologie, c'est une solution qui est appuyée par nombre de rapports scientifiques, sinon quasi tous les rapports scientifiques que nous avons aujourd'hui à notre disposition, que ce soit le CNRS, l'IDRI ou l'INRAE, qui ont rendu des prospectives, des scénarios de prospective à l'horizon par exemple 2050, démontrant non seulement que une Europe 100% bio est possible d'ici 2050, tout en garantissant la souveraineté alimentaire, tout en garantissant le fait que chaque citoyen européen ait accès à une alimentation saine, durable et de qualité, ce qui n'est absolument pas le cas par ailleurs aujourd'hui, disons-le. Donc c'est non seulement possible, mais c'est également souhaitable. C'est-à-dire que l'usage d'intrants chimiques, globalement tous importés et dans les mains de boîtes ou d'États étrangers, en vérité ça détruit notre souveraineté alimentaire, ça implique des dépenses pour la collectivité qui sont absolument immenses,
les coûts, si on additionne l'ensemble des coûts de dépollution, les coûts de santé ou les coûts de protection de l'environnement qu'induisent l'usage des produits phytosanitaires, en vérité, on est dans une gabegie d'argent public qui est déversée pour réparer les dégâts que pose l'utilisation de ces produits. Donc on a besoin aujourd'hui d'investir dans la production biologique. L'État s'est fixé des objectifs d'ici à 2027 et d'ici à 2030 en termes de surface agricole utile en bio. Aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur, on n'atteint aucun des objectifs que la France s'était fixé en matière de développement de l'agriculture biologique. À notre sens, au sens des écologistes, ces objectifs devraient même être plus hauts et on devrait les fixer dans le cadre de l'ensemble des lois que nous adoptons ici à l'Assemblée nationale avec des moyens qui sont assortis bien évidemment pour les mettre en œuvre. En ce moment même, on est en train de discuter de la loi d'orientation agricole en commission affaires économiques à l'Assemblée nationale, j'en sors tout juste. Et ce qu'on voit, c'est que la majorité présidentielle, avec les Républicains et le Rassemblement national, s'opposent à tout objectif d'installation ou de progrès en matière de production biologique et de création de filières, hein, ça va bien évidemment ensemble. Il y a un manque de volonté derrière ça qui, je crois, est lié à un rôle assez prédominant de certains lobbies dans la fabrique de la loi. Et malheureusement, le lobby bio pèse pas grand-chose face à celui des phytosanitaires et de l'agro-industrie.